Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de l'écrivain, essayiste, prof de philosophie, philosophe, Driss Jeydan. Driss, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. C'est dimanche. Dans ce beau cadre. Voilà, dans c'est cette belle ville de dimanche. Tanger. On est à Tanger. On est à Tanger. On a les croissants, le café, Exactement. On est paré pour Grâce parler. à vous, chère Stéphanie. Merci Driss. On est préparé pour parler de ce livre qui s'appelle Moïse de Caza, qui est ton 3e roman, publié aux éditions Les Avrils, assez confidentiel encore, maison d'édition, mais que j'aime beaucoup et je trouve que le travail des 2 éditrices est très intéressant. Elles publient des voix un peu différentes, un peu confidentielles, mais qui sont toujours amenées à être redécouvertes. Tu es un habitué des radios puisque tu es chroniqueur à Lux Radio, donc je fais très attention à la manière avec laquelle je te présente. Nous allons parler de ce roman, Moïse de Caza, de ce roman que j'appelle roman d'apprentissage, roman d'initiation, où un petit garçon a décidé qu'il remplissait à sa manière, dans les années 70, le rôle de Moïse pour aller conquérir à la conquête de la montagne de Dieu, une sorte de montagne sacrée comme un mont Sinaï. Comment t'est venue l'idée de ce roman ? Déjà, merci encore une fois pour ton accueil charmant, et on a fait une belle signature aussi. Je tiens à ce que les gens le sachent, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais la tienne va rester dans l'histoire, si j'ose dire. Et alors comment ça m'est venu ? Il y a probablement une part d'autobiographie dans cette affaire, et il se trouve que j'ai découvert le personnage de Moïse au cinéma. J'avais l'âge du narrateur, et que c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma vie, qui compte toujours d'ailleurs. Voilà, il m'arrive de temps en temps de me repasser les 10 commandements, de revoir ce film, qui a été pour moi la découverte, j'ai presque envie de dire, du cinéma et du divin en même temps. C'est dire qu'il y a dans le cinéma, dans l'ouverture des grands rideaux de velours, parce qu'à l'époque, au cinéma Lynx, il y avait quelque chose de l'ordre du temple. C'est un cinéma qui est un lieu presque... Il y a quelque chose de religieux dans le cinéma. On entre, il y avait des balcons, toute une organisation de l'espace aussi, des rituels, des ouvreuses avec une lampe torche. Donc il y avait une dimension solennelle pour un petit enfant qui traverse comme ça, j'ai presque envie de dire, les travées, et qui monte et qui se retrouve dans ce lieu où il se trouve finalement pour la première fois de sa vie. Et voilà, le rideau rouge s'ouvre, et puis il y a une espèce de percée de lumière, un rayon de lumière qui traverse le ciel, et puis voilà, et on est dans la Bible, on est dans la Genèse, et puis on arrive justement, on entre dans cette magnifique épopée de Moïse, donc sauver des eaux, et les miracles, et puis tous ces personnages fabuleux, parce que c'est un péplum aussi. Donc, se retrouver à 9 ans dans ce lieu magique pour la première fois de sa vie découvrir cette histoire, c'est quand même un événement marquant pour un petit enfant, d'autant que, on en parlera peut-être aussi, c'était la marche verte en même temps, c'était concomitant, c'est-à-dire qu'au cinéma, Moïse, traversée du désert, à la maison, télévision, ces hommes qui sont dans le désert, dans leur camion, et donc qui sont finalement presque les jumeaux c'est une histoire qui est jumelle finalement de l'aventure de Moïse. Voilà. Il y a un Moïse d'un côté, il y a 350 000 Moïse marocains de l'autre, donc qui vont reconquérir, libérer le Sahara. Et entre les deux, il y a un petit garçon, voilà, qui se prend pour Moïse. Alors un petit garçon qui va tenter de se construire comme un petit garçon, mais en fait qui préfigure l'homme qu'il peut devenir. Il est déjà, c'est un enfant qui est très observateur et très sensible. Pour le raconter sans tout dévoiler, il habite seul avec sa maman et sa petite sœur Myriam.
Sa maman n'a pas de prénom, elle s'appelle Maman. Pardon, c'est dimanche matin, j'ai la voix enrouée. Voilà. Et donc, il habite seul avec cette femme qui, hier on utilisait le mot divorcée pour rester, elle est polie, mais en fait qui a été répudiée par un homme. Donc elle est courageusement seule à élever ses 2 enfants. Et ce petit garçon, donc tout le roman est raconté à la première personne. Donc dans une sorte de flot intérieur, hein. Cet enfant raconte comme il se souviendrait de ce qu'il a vu et observé, et il va avoir une sensibilité accrue pour éviter de faire du mal à sa mère, mais en même temps, ça reste un enfant, donc dans sa spontanéité d'enfant, il a besoin de s'engager dans une mission pour mettre fin à une forme de secret qu'il porte en lui depuis assez longtemps. Alors pour un enfant, les années sont toujours beaucoup plus longues que pour les adultes. Et donc c'est un petit garçon qui est déjà en train de devenir un homme, comme Moïse en fait. Hein. Il est déjà à même de prendre à charge des décisions, des projets. Et qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Parce qu'on a parlé du mont Sinaï, mais ça c'est Moïse. Et lui, il veut faire quoi? Pourquoi tu as pensé à faire de ce petit Moïse le personnage d'une quête intérieure? Parce que j'ai trouvé que c'est aussi la fonction du roman, de faire en sorte que des histoires, que la petite histoire et la grande histoire puissent dialoguer, se parler, et qu'après tout, on pourrait en parler pendant des heures, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les enfants ont tous quelque chose de prophétique en eux. Ils ont tous quelque chose d'héroïque et de prophétique, dans la mesure où il y a dans l'enfance, et ça par contre c'est quelque chose que la philosophie devrait encore tenter d'élucider ou de clarifier, il y a très peu de philosophie de l'enfance. La psychanalyse s'est emparée de l'enfance, de sa sexualité au sens de Freud, Dolto c'est la question du langage, on a beaucoup psychiatrisé et psychanalysé les enfants, mais il est rare qu'on ait philosophé l'enfance, au sens où, finalement, durant une période qui va de la naissance jusqu'à 8-9 ans, 10 ans, il se passe des événements absolument incroyables, des rêves, et aussi, ça pose la question de la liberté. Bon, par exemple, on était hier dans ta librairie que j'aime tellement, avec tout ce monde autour de nous, et des enfants circulaient. Alors, ils traversaient en courant, ils allaient, ils venaient, c'était impossible de les contenir, mais ça doit nous apprendre quelque chose de ce que c'est qu'une enfance. L'enfance, c'est, je crois, ce temps où la vie est à son paroxysme. Toute la vie est là, le vitalisme, presque, j'allais dire, il faudrait être nietzschéen pour parler de l'enfance. Tout à fait. Il y a là quelque chose de l'ordre de l'intensification de la vie qui se donne, qui se prend. C'est ça qui est formidable, c'est que quand il y a un enfant quelque part, qu'est-ce qu'il veut l'enfant? Il veut courir, circuler, et surtout que personne ne l'oblige, que personne ne l'arrête, que personne ne puisse le contenir. Donc c'est cette période finalement dont on fait quoi? Dont on fait un moment où on va contenir les enfants, quelque part les enfermer, aujourd'hui un peu moins qu'avant, fort heureusement, les discipliner et les rendre dociles. Alors qu'en définitive, les plus grandes histoires, les plus grandes aventures sont des aventures d'enfants. Bien sûr. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est possible. Un enfant avec 2 bouts de bâton, 3 bouts de tissu, il va fabriquer un univers, il va s'inventer un monde et il va y croire. Donc en réalité, qui sont les plus grands croyants, les êtres dont la foi est la plus magnifique et la plus pure, ce sont les enfants. Ça d'une part. Ensuite, on ne peut jamais contredire un enfant. Et il ne faut jamais le contredire au sens où il faudrait le faire taire. Parce que les enfants ont toujours raison. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent est rationnel. Pourquoi est-ce que tu as peur? Ah, parce qu'il y a un monstre géant dans ma chambre. C'est rationnel d'avoir peur d'un monstre géant. Bon. Pourquoi tu cours comme ça? Ah, parce que je suis poursuivi par un dinosaure. Et donc forcément, il y a là, j'allais dire, la matrice de tout ce qui devrait faire des adultes heureux, inventifs, créatifs, libres. Et ça ne donne pas le résultat escompté, de sorte que de l'enfance, au fond, ne fait pas grand-chose. Que fait-on de l'enfance, encore aujourd'hui? C'est pour ça que je crois qu'il faut la philosopher.
philosophie de l'enfance n'existe pas. D'ailleurs, c'est très symptomatique. Il y a quelque chose chez les philosophes qui veut nier ce moment. Il y a un déni conceptuel et de problématisation qui fait que, ben oui, il faut grandir vite. Quand tu seras grand, ça ne se fait pas. Et ben, il ne s'agit pas non plus de laisser faire les enfants tout ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'entend pas. De sorte que la prophétie, les miracles, l'idée que tout est possible, l'idée que la mer puisse s'ouvrir en deux, l'idée qu'on puisse marcher sur l'eau, est une idée qui passe très bien chez les enfants. C'est vrai. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils se prennent pour des super-héros et qu'ils peuvent se prendre pour des prophètes. Et en même temps, il est vrai que dans cette affaire, dans le roman, c'est une manière d'éviter aussi quelque chose d'insoutenable qui est l'abandon. Donc il faut un prophète, il faut devenir un prophète pour dépasser quelque chose d'insoutenable, quelque chose de trop grand. Ce qui est le métier des prophètes, c'est de se confronter à ce qui est trop grand, qui est absolu. Il y a une douleur de l'ordre de l'absolu, du non relatif. Et quelque part, les prophètes, leur métier, c'est le non relatif, c'est l'absolu. Donc les enfants sont aussi capables de prophétiser, et en tout cas de se prendre pour des prophètes, et d'être suivis par leurs camarades. Ce qu'on ne peut pas faire à 30 ans. C'est plus dur. On est un idéologue à 30 ans, à 40 ans. Si, on y arrive, hein. Staline, Hitler, ils sont arrivés. On est un psychopathe, mais ça finit souvent très mal. Ça finit plus mal, oui. Voilà, ça finit par des meurtres de masse, par des camps de concentration, par des goulags. Mais il est vrai qu'à 8-9 ans, c'est tout à fait crédible. Et j'ai presque envie de dire que c'est le moment où il faut prophétiser. Voilà. Alors, j'ai un petit bémol. Parce qu'en fait, il y a quand même... Alors, si on considère que Walter Benjamin est un philosophe, ce qu'il est quand même, il a écrit des textes assez intéressants sur l'enfance. Alors, ce n'est pas une manière de philosopher l'enfance, mais il en a quand même parfois parlé de manière assez intéressante. Et il y a Pascal Quignard, qui est plus un homme de lettres qu'un philosophe, mais qui a énormément parlé du moment de l'infance. C'est-à-dire, en fait, l'enfant, c'est celui qui est censé ne pas parler. Et il y a des passages intéressants quand même, parce que pour Pascal Quignard... en effet, ce monde aussi du rêve, de la prégnance forte de l'imaginaire dans le sommeil, revient souvent à l'enfant. Et après, alors oui, il y a un passage plus psychanalytique avec Freud, etc. Mais chez Quignard, il en parle vraiment beaucoup par rapport à la manière de créer une littérature, de créer un langage aussi, de comment on amène le langage. Il y a quand même quelques personnes qui n'oublient pas qu'ils ont été des enfants. Oui. Et c'est important parce qu'en effet, on a tendance à l'oublier pour tout un tas de raisons. Le vivre ensemble nous oblige à modérer nos élans de parole, ce que font jamais les enfants, à ne pas se mettre à chanter en public alors qu'on en meurt d'envie, ce que font les enfants, à danser, à dire des youpies. Et en réalité, je pense quand même, et c'est ce qui donne une forme de jubilation quand on lit des livres comme le tien aussi. À la base, c'est plutôt un ouvrage qui est destiné aux adultes. Les Avrils, pour l'instant, n'ont pas une collection jeunesse. Il n'est pas encagé dans la jeunesse, même si le héros est un petit garçon. Comme tout un tas d'histoires, le sac de billes, enfin, il y a tout un tas de livres, de films ou de films animés, chez Pagnol. Et on sait quand même qu'on a tous été des enfants et que malgré les contraintes de la société, on rêverait de faire comme les enfants, c'est-à-dire de se mettre à courir quand on a envie de courir, de dire youpi, de bouder quand on a envie de bouder. Et il y a une part de nous, je pense, qui continue à faire ça avec des codes et des protocoles sociétaux, en fait. C'est-à-dire, il y a aussi des gens qui continuent à avoir des comportements parfois puérils. C'est ça qu'on dit quand on est grand. On est puéril, en fait. Il y a autre chose dans ce livre. Donc, il y a toute une galerie de portraits assez extravagant, assez extraordinaire. Les personnages sont nommés, alors pas forcément avec leur réel prénom, mais plutôt avec des noms un peu caricaturés. Il y a Bereto, qui est le guide de Moïse, qui est sa clé et sa porte d'entrée dans un autre Casablanca. Moi, j'aime beaucoup Bereto, j'aime beaucoup Hanrouni, qui est le chef du trou des sans-pères, donc de tous ces enfants qui n'ont pas de père,
mais qui, eux, n'ont pas la chance, comme Moïse, d'avoir une mère toujours présente, et qui se sont réunis dans une sorte de gang de petits garçons qui survivent avec les moyens du bord. Et ils ont tous des surnoms. Donc il y a tout un monde, là aussi, qui contribue à cette forme de réalisme magique, un peu parce qu'il se passe... alors rien de si surnaturel que ça, mais quand même un petit peu. Ils survivent... On ne sait pas trop comment on peut survivre dans le Casablanca des années 70-80, qui est déjà une grande métropole où tout est très modernisé. Et il y a aussi ce Casablanca, des gens qui ont de l'argent, des gens des grands immeubles. Ils sont constamment mis en comparaison, en perspective. Il y a aussi ce portrait de la ville de Casablanca. Tu es casablancais, c'était important pour toi que la ville soit aussi présente dans le livre ? Oui, c'est ce que je fais à chaque fois, que ce soit dans Le Jour Venu, dans Divan marocain dans une moindre mesure, mais il y a aussi des passages très casablancais aussi. Dans Divan marocain, il y a de la sainteté, il y a un lieu que j'aime beaucoup dans Casa. Les gens peuvent aussi trouver ça, pour le coup, puéril, qui s'appelle Sidi Bliout, sur lequel il y a une légende. On ne sait pas si c'est un saint, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui était pilote d'avion, dont l'avion se serait écrasé. Il y a toute une légende autour de ça qui rend finalement le mystère encore plus attrayant. Et moi, j'aime bien ces coins où finalement il y a comme ça des lieux magiques, ou des lieux où la sainteté est probablement encore là, entourés d'immeubles, d'hôtels, où il y a une gare. Et c'est ce qui fait que j'aime aussi cette ville pour ça, pour des enclaves comme ça, où il y a de l'étrangeté. Mais là, il est vrai que le Casablanca des années 75, au fond, c'est un Casablanca, bien sûr, avec son boulevard Hassan II, que Bereto appelle le boulevard du roi. Donc même au niveau des termes, je n'ai pas voulu que ce petit garçon, s'il avait bien connu la ville, ça n'aurait pas été crédible. Donc il fallait renommer aussi Casablanca, il fallait l'inventer, avec de nouveaux noms de rues. Alors il y a des rues qui existent, il y en a d'autres qui n'existent pas forcément, qui sont inventées par le petit garçon qui se les restitue. Mais oui, mais c'est cette ville qui est déjà moderne, comme tu dis. Il y a déjà, je veux dire, le Casablanca d'aujourd'hui, il est déjà là. Sa structure, bien sûr, son architecture, son urbanité, et en même temps ses grandes béances avec des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Je me souviens par exemple que dans les années 80-90, il y avait sur le boulevard Zertouni, quand même un boulevard que tu connais bien, il y avait, nous avons vécu pendant 3-4 ans avec une immense crevasse qui devait pratiquement mesurer 1500 ou 2000 mètres de rayon, c'est-à-dire au niveau du diamètre, c'est énorme, là, dans la ville. Alors quand il pleuvait, ça devenait un marécage. Et on avait ça dans la ville. On ne se posait pas la question de savoir si c'était dangereux, si c'était insalubre, si c'était sur le plan de l'hygiène collective, si ça grouillait. Alors il y avait même des grenouilles. C'était devenu une espèce de microcosme. Alors avec des résidences, ce boulevard, une barricade, c'était là. Et c'est intéressant de constater que dans une ville qui se dit moderne, on puisse aussi, comme des sortes d'actes manqués, ou de lapsus urbains, de choses comme ça, se dire qu'il y a là comme des sortes de symptômes de l'inconscient d'une ville. Il y a des immeubles magnifiques, il y a une architecture qui est magnifique aussi, mais il y a une crevasse, il y a un trou, il y a une béance, presque au sens psychanalytique du terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Même à Tanger, j'allais dire qu'on retrouve dans beaucoup de villes, au Maroc, même à Marrakech, enfin dans plein d'endroits. Alors c'est ce qui rend cette ville aussi, enfin toutes les villes marocaines pour moi, extrêmement attachantes, dans le sens où on passe comme ça d'un lieu à un autre à quelques mètres. Et en effet, Tanger a eu la même chose. Il y a souvent des immeubles qui s'écroulent pour des raisons obscure, et pendant des mois on vit avec des trous là où à côté il y a une résidence luxueuse, comme c'est écrit en grand sur les panneaux pour faire vendre des appartements. C'est aussi intéressant parce qu'il y a la même chose avec les gens, finalement. Les gens se côtoient sans la réelle notion du mot ghetto, c'est-à-dire tu parlais pendant la rencontre à la librairie du Maroc qui ressemble beaucoup à l'Amérique latine. Moi, il me fait beaucoup penser au Brésil. Il y a la même végétation, il y a beaucoup de choses communes. Mais il n'y a pas la notion de ce ghetto où les pauvres sont vraiment
enfermés. En fait, il y a une grande liberté dans la circulation des êtres humains au Maroc. Par exemple, à Tanger, il y a des quartiers comme la Vieille Montagne, mais à la Vieille Montagne, il y a des gens qui vivent très simplement à côté de maisons complètement luxueuses, de demeures, chose qui n'arriverait peut-être pas dans des lieux comme la Côte d'Azur. Moi, je viens de la Côte d'Azur et les quartiers chics sont réservés aux gens très riches. Or, au Maroc, il y a une espèce de vie grouillante. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce qu'elle rappelle même à quelqu'un qui est très riche qu'on ne sait jamais. Il pourrait peut-être, même s'il y a un système de caste très important dans la société, mais peut-être il pourrait un jour ressembler à celui qui vit dans sa cahute faite de briques et de brocs. Enfin, moi, il y a quelque chose que je trouve incroyable au Maroc, c'est les chaises. C'est comment les gens vivent, les gardiens de parking, les gardiens de maison, tout un tas de personnes rafistolent leurs chaises. Une chaise, c'est un trône, hein, on s'assoit, on est confortable. Et il y a une diversité de chaises assez impressionnante. Et pour moi, c'est un rappel de la vie des humbles, hein, on ne peut pas oublier. Et donc les immeubles de Casablanca est en effet la quintessence de tout ça. Il y a vraiment quelque chose que je trouve grouillant et attachant, en fait. On a encore 5 minutes ? Allez, on a encore 5 minutes. En même temps, je me demande si c'est pas aussi la vengeance qui ne dit pas son nom, ou la revanche plutôt que la vengeance, d'une manière de vivre anti-moderne, et qui s'exprime contre les effets ultra-rationnels, tranchants, quelquefois coupants et exclusifs de la modernité. C'est vrai, par exemple, tu le dis très bien, que la ville européenne s'est construite avec des marges autour. Il y a toujours une périphérie, d'ailleurs, il y a le périph'. Ouais. On n'a pas de périph', nous. Parce que c'est précisément cela. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'urbanité traditionnelle de la ville marocaine, on le ressent encore quelquefois quand on descend dans l'Aqsba de Tanger, quand on va dans la Médina de Casa, Fès encore plus, partout, que derrière ces petites portes, on ne sait pas trop comment on vit. Et il y a là quelque chose de l'ordre de la volonté de ne pas humilier socialement l'autre. On peut ouvrir sur un palais, on peut ouvrir sur une cahute, mais les portes ne disent pas combien on pèse, qui on est-ce qu'on est riche ou pauvre. Et ça, c'est une chose aussi qui doit probablement aujourd'hui appartenir à l'inconscient des villes, beaucoup plus qu'à leur conscience, parce qu'il est vrai que Casablanca, c'est la ville de l'argent, de 35% de PIB qui se fabrique tous les mois et tous les jours. C'est la ville de l'opulence qui côtoie des misères sociales terribles, particulièrement dans cette période post-Covid et d'inflation. Alors, on a des gens qui dorment dans la rue, on a des gens qui vous demandent 1 litre de lait, et on a des voitures et des limousines magnifiques. Et c'est pas la faute des uns ou des autres, c'est comme ça. C'est cet ultralibéralisme qui casse tout. Et qui réinvente tout aussi. Mais par exemple, oui, ça je crois que c'est quelque chose qu'on doit conserver, la possibilité de ces croisements, de ces métissages qui ne sont pas forcément conscients, qui fait qu'effectivement, quelqu'un peut venir me dire, attention, aujourd'hui tu es dans telle voiture, tu vis dans ton petit palais, mais demain, tu peux peut-être, comme moi, goûter à la froideur des jours difficiles. Tout à fait. Et ça, par contre, je crois que c'est encore pas mal, ce serait bien qu'on n'ait pas... Et je finis sur un point, malheureusement, nos mauvais urbanistes et nos mauvais ingénieurs sont en train de nous mettre des logements sociaux à l'extérieur des villes, reproduisant ce modèle dont l'Europe ne veut peut-être plus aujourd'hui. Qu'elle ne veut plus, elle détruit des bars en Europe beaucoup. Avec 200 ans de retard, nous, on se projette sur ce vieux modèle qui a donné quoi ? Qui a donné la banlieue, c'est-à-dire la mise au ban des individus. Bon, ça, c'est pas très heureux. Et pas très intelligent. Non. J'essaye de garder encore 1 minute, 2. Ah, super. C'est aussi un livre où il y a 2 champs humains. Les femmes. Alors, ça pourrait être assez cliché finalement, mais non. Les femmes qui sont très fortes, qui détiennent beaucoup de savoir et de sens et qui mettent en avant beaucoup leur intuition, face à des hommes soit très courageux, comme ceux de la télé qui entament la marche verte, donc qui sont un peu les stéréotypes du nouveau héros, ou les hommes de la vie quotidienne, un peu plus falot, on va dire, hein. À l'exemple du père de Moïse de Casa, mais aussi à d'autres hommes. C'était important pour toi, ces portraits de femmes fortes, et on finira sur les femmes. Oui, c'était fondamental parce qu'au fond, ces femmes, elles sont répudiées, elles ne sont pas divorcées. On sait dire qu'on a peut-être
un peu progressé sur cette question, mais j'allais dire qu'on a encore devant nous un trajet à accomplir et il va falloir arriver à l'égalité dans l'héritage, au niveau des salaires, dans la liberté de refaire sa vie pour une femme librement. La liberté de circuler, d'être vêtu comme on l'entend. Tout à fait. Que ce soit porter le foulard ou porter la mini-jupe, ce serait bien que le corps de la femme ne soit plus un enjeu, parce que c'est un enjeu dans les deux cas. Tout à fait. Soit il faut les cacher, soit il faut les montrer. Ça dépend des systèmes. Oui, c'était important de montrer ces femmes qui moi, j'aime pas le misérabilisme, parce que je crois vraiment que être misérabiliste, c'est se tromper sur les Marocains. Je les crois tellement vivants, tellement capables avec peu de choses de faire une fête, donc tellement puissants à l'intérieur, et généralement d'ailleurs dans des milieux qui sont soit très populaires, là on a le moins de moyens possible, on s'arrange avec une ampoule, le poste radio, des crêpes, on va taper des mains, et des fêtes qui s'improvisent comme ça, parce que la voisine, parce que les amis, et ces femmes-là, elles vivent comme ça. Elles savent bien qu'elles sont mises au banc de la société, justement, parce qu'elles sont répudiées, et donc elles s'agrègent les unes aux autres, elles deviennent puissantes ensemble. C'est ça le vivre ensemble, finalement. C'est pour le véritable vivre ensemble. C'est quand on est mis au banc et qu'on s'invente une force commune. Donc elles s'inventent cette force commune. Elles font la fête, elles rient, elles dansent sur les tables. Alors après, elles vont pleurer, mais c'est pas très grave. Quand elles auront pleuré, elles vont rire de nouveau. Et ça, c'est magnifique. C'est ça, finalement, être fort. C'est ça, le vitalisme. Et donc, cette littérature gémillarde qui pleurniche, moi j'exècre cela, parce que je pense que ça ne correspond absolument pas à ce que sont les gens de ce pays, de mon pays. Ces femmes, qui quelquefois, bien sûr, sont fragiles, parce qu'elles sont fragilisées par les conditions matérielles, juridiques, sociales ou sociétales, mais qui en même temps trouvent en elles, alors quelquefois elles peuvent être irritantes, elles peuvent déborder, elles peuvent faire je vais le dire vulgairement, des conneries, mais qui n'en dit pas. Mais en même temps, la vie est là. Et la vie, c'est ce qui déborde. Et je crois que, et je finirai sur ce point, ce sont des femmes, si on devait tirer une leçon de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, qui refusent le nihilisme quotidien, qui refusent la mort. Donc c'est la pulsion de vie dans ce qu'elle peut avoir de plus magnifique, quelquefois de plus fou, mais c'est la pulsion de vie quand même. Ce qui les différencie beaucoup, j'allais dire, malheureusement, de cette espèce de figure de la postmodernité où finalement tout est si bien rangé, où on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à s'affirmer, ce qui est le contraire même de ce dont a rêvé l'esprit des Lumières, l'émergence du sujet, dire qui on est, s'inventer soi-même, inventer sa vie, faire de sa vie une œuvre d'art. Je pense qu'elles, qui ne sont pas forcément des modernes ou des postmodernes, en tout cas elles ne le savent pas si elles le sont, elles tentent de faire de leur vie des œuvres d'art. Alors quelquefois ça peut donner du Botticelli, quelquefois ça peut donner du Picasso, de la musique dodécaphonique, mais en tout cas ce sont des œuvres d'art, voilà, vivantes. Merci beaucoup, Driss. On termine sur ces très belles paroles. Merci à toi. Merci. Toi aussi, tu nous as fait une œuvre d'art à Tanger. Voilà. Et plaise à Dieu et aux forces de la vie que cette œuvre perdure. Et voilà. Je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai Hayat, il y a Franck, il y a Zachary. On est 4 en fait. On est une équipe de 4. C'était Driss Jaidan, Moïse de Casa, aux éditions Les Avrils. Merci.